En fait, il faut bien distinguer le féminisme de la femme et de la féminité. Le féminisme, c'est un mouvement politique qui, un peu sur le modèle du marxisme, qui prétend que l'histoire, c'est la lutte des classes. Là, il prétend que l'histoire, c'est la lutte des sexes. Et qu'en fait, le but de l'histoire, c'est de libérer les femmes de l'oppression qu'elles subissent de la part des hommes. Donc c'est une vision du monde que j'appelle moi un communautarisme victimaire, c'est-à-dire effectivement il y a un côté monodéterministe, c'est-à-dire les femmes sont aliénées par les hommes et il faut qu'elles se libèrent de l'oppression masculine. C'est la première définition sérieuse du féminisme. On manipule les revendications féministes qui sont souvent légitimes, enfin de libération des femmes, pour en réalité les mettre au service de la société marchande et de la société du salariat, ce qui est la même chose. Parce que de toute façon, pour acheter, il faut un salaire. C'est-à-dire, en fait, on s'est servi des revendications féministes d'émancipation pour mettre les femmes au travail salarié, pour en faire des travailleuses salariées et des consommatrices. C'était en deux temps. Et d'ailleurs, ça a commencé aux États-Unis avec ce qu'on s'appelle la théorie de la nouvelle femme, qui consiste à sortir la femme du foyer, qui est un rôle non marchand, sans pouvoir d'achat direct, et de la culpabiliser et en même temps de lui faire prendre conscience ou de forcer sa conscience pour qu'elle pense qu'être femme au foyer, mère de famille, épouse, c'est une aliénation, une souffrance, une humiliation, et finalement de la faire passer de la sphère d'influence de son mari à la sphère d'influence du patron, ce qui est assez ambigu, puisque finalement on se rend compte à l'arrivée que finalement la femme se retrouve grâce au combat féministe avec une double aliénation qui est de subir à la fois le mari et le patron, c'est-à-dire ce qu'on appelle la double journée, c'est-à-dire d'être à la fois mère et mère au foyer et en même temps travailleuse salariée, et que ça a souvent, surtout dans les classes populaires, aggravé sa situation au quotidien et que ça l'a améliorée. Voilà, ce qui amène d'ailleurs à un autre constat, c'est-à-dire que finalement le féminisme ne transcende pas les rapports de classe, parce qu'en réalité l'intérêt de l'émancipation féministe a souvent été l'intérêt des bourgeoises, des femmes de la bourgeoisie, et elles l'ont rarement identifié comme telle. En réalité, les trois quarts des combattantes féministes sont des bourgeoises, qui en fait effectivement essayent de s'émanciper de leur rôle de femme au foyer ou de femme entretenue ou de mère de famille, pour aller vers la société civile qui est pour elle un plus, parce que ça consiste à avoir des métiers intéressants. On le voit, ça peut être avocate, chercheuse, libraire, etc. Alors que chez les femmes des classes populaires, c'est non seulement s'occuper de la maison, des enfants et du ménage, mais en plus se retrouver ouvrière à la chaîne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du côté des classes populaires, en fait, l'émancipation des femmes passe plutôt par échapper à l'impératif de production et au salariat, pour pouvoir limite devenir femme entretenue, femme au foyer, ce qui est un luxe et une aspiration pour les femmes des couches populaires, ça a échappé à l'impératif de production du travail, alors que dans la bourgeoisie, c'est échapper à l'ennui de la maîtresse de maison de la bourgeoisie pour accéder à une vie sociale plus intéressante dans des métiers intéressants. Ce qui veut dire qu'il y a une opposition en termes de classe entre à quoi aspire la bourgeoise en termes d'émancipation et ce à quoi aspire la femme des couches populaires. Et le féminisme a rarement identifié cette contradiction. Et il est assez facile de voir que la plupart des leaders féministes sont en général des femmes de la bourgeoisie. C'est-à-dire ça correspond à la sensibilité de la bourgeoise de gauche. Donc ça, c'est le travail que j'ai fait, qui à mon avis n'est pas contestable et pas critiquable, mais qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs en termes de procès d'intention, machisme, mépris des femmes, etc. C'est possible pour une femme de travailler dans la société du salariat si quelqu'un s'occupe de ses enfants en bas âge, par exemple, ce qui veut dire que souvent, ce qu'on oublie, c'est que derrière la femme émancipée féministe, il y a une autre femme qui a une double aliénation, qui est la femme de ménage, par exemple, ou la babysitter, qui elle s'occupe et des enfants de la bourgeoise émancipée et de ses propres enfants. Donc c'est qu'en fait l'émancipation des femmes se fait souvent de façon non dite sur le dos d'autres femmes qui elles subissent une double aliénation. Parce que le problème d'à la fois d'accoucher d'enfants, d'élever des petits-enfants et de travailler, c'est que ça multiplie le temps de travail et que les journées ne sont pas extensibles et qu'il n'y a pas d'ubiquité chez les femmes, pas plus que chez les hommes. Donc à un moment donné, comment fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants en bas âge quand on est obligé de travailler 8 heures par jour ? C'est la question qui est posée. Alors il y a des femmes qui ont les moyens de payer une babysitter pour aller travailler, ce qui veut dire qu'il faut que leur salaire soit plus élevé que ce que coûte la babysitter. Mais pour les femmes des couches populaires, une femme qui s'occuperait de leurs enfants pendant qu'elle travaille leur coûterait plus cher que ce qu'elle travaille en tant que salariée. Donc ce n'est pas un choix libre, c'est une question déjà de position de classe. Et ça réduit souvent à la fin
notamment dans les classes populaires, à la double journée. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le droit au travail est une escroquerie, c'est l'obligation de travailler. C'est-à-dire que pratiquement plus aucun couple aujourd'hui ne peut vivre sur un seul salaire. Et dans les couches populaires, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une régression sociale, il faut dans les familles d'ouvriers ou de petits cols blancs, 2 salaires pour faire vivre une famille, un foyer. Il faut 2 salaires. C'est-à-dire qu'une femme arrête de travailler aujourd'hui, c'est un luxe dans les classes populaires. En réalité, elle est obligée de travailler. Donc les féministes nous présentent comme un acquis de haute lutte le fait d'avoir le droit de travailler, et dans le travail salarié, alors qu'en réalité c'est une obligation. Un, c'est une obligation, et 2, c'est ce que désire le système marchand, car en fait, le système marchand qui veut étendre le marché toujours plus a intérêt à étendre le salariat et le pouvoir d'achat, la capacité de consommer. Donc en réalité, ce que les féministes présentent comme un acquis de haute lutte était la volonté profonde de la société marchande de mettre les femmes sur le marché du travail et sur le marché de la consommation. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes, qui ont toujours été très peu nombreuses, ont toujours été très très flattées par les médias et le pouvoir, contrairement aux vraies luttes sociales, je dirais unisexes, parce qu'en fait, elles faisaient à leur insu le jeu de la société marchande et de la société de consommation. Et c'est pour ça que je dis les féministes, en dernière instance, quand on a du recul, apparaissent finalement comme étant les idiotes utiles de la société marchande et de la société de consommation et de la société du salariat généralisé. Partout où le féminisme monte, en général, c'est partout où la lutte des classes, la conscience de la lutte des classes et le combat de classe régressent. Et c'est là où le féminisme est assez ambigu, c'est que plus la société se boboise et plus elle se libéralise et plus elle devient bourgeoise et plus les écarts notamment de richesse s'aggravent, plus les féministes sont présentes et plus on leur donne le pouvoir. C'est un constat systématique. Donc, je crois que malheureusement les féministes jouent un rôle d'idiote utile et parfois même de collabo dans cette histoire-là. J'ai un grand respect pour des tas de femmes qui ne sont jamais féministes. Même Marguerite Yourcenar se moquait des féministes parce qu'elle voit très bien le piège. Les femmes d'une intelligence supérieure et qui ont conscience de leur être et qui veulent qui se battent pour leur liberté, ont toujours pointé du doigt le mensonge, la naïveté, la bêtise du combat féministe strict. Et même certaines héroïnes féministes comme Madame Halimi a écrit un bouquin sur le tard, là, où elle avoue en gros qu'elle a fait tout ça pour faire chier son père et que c'est finalement une histoire oedipienne et bourgeoise. Et souvent le féminisme se réduit à un règlement de compte oedipien et bourgeois, et l'exemple le plus flagrant étant Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est la preuve que le féminisme, c'est de la merde, intégralement. Sa relation à sa famille, sa relation à Sartre, sa relation à la gauche, sa relation aux hommes, c'est d'une naïveté qui n'a d'égal que finalement c'est mesquin, méchant et malhonnête. Et j'aimerais bien que les gens qui s'intéressent à la question aient l'honnêteté de faire une étude a posteriori de qu'est-ce que représente Simone de Beauvoir, sur le plan d'ailleurs de la production philosophique. Sur le plan de l'engagement politique, sur le plan de l'ambiguïté mondaine, c'est pas reluisant. Je préfère encore penser à Louise Michel.